Bonjour tout le monde, quatrième vidéo sur la dynamique. On revient à la page 74 de vos notes de cours. Donc on a ici un véhicule qui se déplace sur une courbe et la courbe, au lieu d'être horizontale, qui reviendrait à un numéro comme à la page 75 qu'on a déjà fait, c'est une courbe qui a été inclinée un petit peu. Et ça c'est pour aider le véhicule à bien tenir sur la route. Pour vous l'expliquer, je vous ramène un petit peu brièvement à la démarche qu'on avait faite pour la page 75. On voyait que la seule force qui allait vers l'axe des x positifs, donc la seule contribution à la force centripète, c'est la force du frottement statique. Et comme le frottement statique peut avoir une certaine limite, ben ça peut être utile de ne pas trop s'y fier ou d'avoir quelque chose pour l'aider. C'est à ça que sert l'inclinaison de la courbe ici. Malheureusement, je me suis rendu compte que je l'ai mal écrite dans vos notes de courbe. Dans vos notes de cours. Donc ce n'est pas la composante du poids parallèle à la chaussée qui va servir qui va venir aider le frottement, c'est plutôt la composante horizontale de la normale. On va voir ça dans la démarche, mais je voulais tout de suite vous le faire corriger dans vos notes de cours. Pour vous donner un exemple de cas où on a vraiment une courbe inclinée comme ça, je suis allée chercher quelques vidéos sur YouTube comme d'habitude. Et le premier que je montre, c'est une course de NASCAR. Donc, les voitures vont assez vite qu'on a vraiment besoin d'avoir l'inclinaison comme ça pour les aider. Ça, c'est le début de la course, je crois. Donc, elles n'allaient pas encore très très vite, mais vous pouvez bien remarquer que c'est effectivement utilisé une inclinaison par rapport à l'horizontale. Autre chose, et ça fait peut-être plus peur, en tout cas moi quand je le regarde, je trouve ça surprenant, c'est un vélodrome. Donc, à vélo, fait que moi déjà là c'est plus impressionnant, puis on voit qu'il y a quand même vraiment une inclinaison pour permettre aux cyclistes d'aller suffisamment vite pour pouvoir prendre les courbes de chaque côté de la piste. Donc, ça existe dans des cas réels. Des fois, c'est les sorties ou les entrées d'autoroute qui peuvent être courbées aussi, mais c'est certain que c'est à moins grande échelle que ce que je vous montre ici. Si vous cherchez vraiment à grande échelle, vous pouvez aller choisir, désolé, mauvaise vidéo, aller choisir la sphère de la mort. Parce que qu'est-ce qu'un exemple de physique sans possibilité de se tuer? Donc, quelqu'un sur une motocyclette qui peut faire, qui peut aller dans n'importe quelle direction en fait. Donc, quand le cercle est plus à l'horizontale, c'est vraiment le frottement qui vient aider à ce que la personne ne descende pas complètement par en bas. Ça, c'est vraiment un cas extrême, bien entendu. Mais donc, ça peut servir à épater la galerie si jamais on veut aller de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va te donner? En fait, je voulais vous faire visualiser un petit peu plus les forces. Je voulais vous faire visualiser en fait l'aspect 3 dimensions. Fait que je suis allée le programmer sur GeoGebra un petit peu. Il y a des choses là-dedans qui ne sont pas toutes reliées exactement comme la physique le voudrait. Mais ici, j'ai mon auto. Je peux augmenter sa vitesse, puis on peut voir que la vitesse vient augmenter le cercle que l'auto décrirait. Donc, quand c'est l'auto qui parcourait, c'est un cercle comme ça. Et ici, et je peux avoir, en fait, je vais vous faire voir en premier l'aspect 3D vraiment de ma courbe que je suis allée chercher, comme si c'était ma piste de NASCAR ou mon cyclodrome. Donc nous, quand on va regarder le problème, on va vraiment se mettre d'un point de vue qui est comme ça ici. Ou même, je veux pas qu'on voit ça, on va aller regarder juste la partie plein inclinée comme ça pour l'auto. Et j'ai mis en rouge le vecteur accélération. Je voulais que vous voyez bien que l'accélération doit être à l'horizontale. Si on veut que la voiture se déplace, mais à l'horizontale. Donc quand je mets ma piste au complet, si je veux faire déplacer ma voiture, je veux vraiment qu'elle reste à la même hauteur sur la piste ou dans le vélodrome, des choses comme ça, sur la route. Donc je veux qu'elle reste bien centrée dans sa voie si elle était centrée. Fait que je veux pas qu'elle descende ou qu'elle remonte. Descendre ou remonter peut être vu d'une autre manière aussi si je me place plutôt en vue de dessus. Si j'augmente la vitesse, je vais revenir à mon angle de départ. Donc si j'augmente la vitesse, ce qui va se passer, c'est que le cercle qui serait décrit serait plus grand. En fait, on a plus d'inertie, on va avoir tendance à décaler vers l'extérieur de la courbe. Puis en décalant vers l'extérieur de la courbe, ben finalement,
on se retrouverait à plus être sur la route. Il y a plein de choses qui finiraient par se passer étrangement. En fait, pour que ça fonctionne bien, pour que cette courbe-là vers l'extérieur de la route reste sur la route, il faut que j'aille jouer avec l'angle du cercle qui va être décrit. Fait que si je viens le chercher à peu près comme ça, je pense que je suis bien placé. Excusez-moi. Donc si je viens le chercher comme ça, là on peut voir que ma courbe bleue reste vraiment sur la route. Mais là on peut voir que c'est pas du tout le bon cercle qui vient être décrit. Donc, pour que je décrive le bon cercle, ce que je veux aller chercher comme situation quand je vais représenter mes forces, ça va être le cas où ça fonctionne bien. Fait que pour que ça fonctionne bien, il faut que mon accélération soit horizontale. Et il faut que la vitesse fasse en sorte que cette accélération horizontale-là reste le long de la courbe. Donc, je ne suis pas en train de dépasser, de m'envoler dans les airs, rien comme ça. Les forces qui vont permettre de créer ça, ça va être, il y a le poids bien entendu, j'ai la normale qui reste perpendiculaire à la route, et je vais avoir du frottement. Donc j'ai dit qu'on voulait utiliser du frottement vers le centre du cercle, pour que ça puisse servir de force centripète, mais c'est pas tout le frottement qui va servir de force centripète non plus, parce que en ayant la route inclinée comme ça, ben c'est seulement la composante horizontale qui va venir contribuer à l'accélération, puis on va aussi avoir la composante horizontale de la normale qui vont venir les deux s'entraider. Le frottement, d'où est-ce qu'il vient? Il vient des pneus de la voiture, fait qu'on en a souvent parlé en termes d'un roulement ou d'un frottement de propulsion que j'appelais en classe comme marcher. Ce frottement-là, on le voyait toujours en ligne droite. Donc, je suis en train d'accélérer, je marche vers l'avant, le frottement doit être vers l'avant. Si je suis en train de tourner dans une courbe, c'est certain qu'il y a un frottement qui est en angle. En fait, je vais tourner les roues de ma voiture et le frottement va être en angle. Donc, je suis venu vous représenter ça un petit peu. Si je vais tout droit, si je garde donc mon volant vraiment tout droit, c'est comme si je tournais mon volant ici. Donc, si je garde mon volant tout droit, ben mon frottement serait seulement par en avant. C'est pas ça qui va m'aider vraiment à créer le bon cercle. Puis si je tourne mon volant, je suis en train de tourner les pneus, puis je suis en train d'aller chercher au fond deux composantes à mon frottement. Une qui va être vraiment dans le même sens que ma vitesse, parallèle, tangent à mon cercle, et qui va servir à annuler la résistance de l'air, qui n'est pas quelque chose dont on veut vraiment s'occuper. Mais c'est pour vous dire qu'en tournant le volant, on contrôle la quantité de frottement qu'on rend perpendiculaire à la vitesse. Donc, on rend en fait vers le centre du cercle. Donc, il va vraiment pouvoir aller créer l'accélération centripète. Je ne vais pas trop passer de temps sur cette simulation-là, mais si jamais vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas bien ce qui se passe, ben, je voulais que vous sachiez que je l'ai si jamais ça peut vous aider à ce que je vous explique des choses. Je disais tantôt qu'on va aller plutôt regarder ce plan-là. Donc, juste avec la ligne horizontale. Donc, les forces qu'on va vraiment aller regarder, c'est le poids, la normale et la composante du frottement qui est le long de la courbe. Là, malheureusement, on dirait qu'il ne veut pas trop me l'afficher selon mon angle de vue. Ah non, c'est parce que je suis revenu ici. Excusez-moi. Donc, quand je mets un petit peu de frottement vers le centre de la courbe, j'ai une composante de frottement comme ça ici. En rouge, c'était mon accélération, c'était pas une force qui était vraiment là. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre l'accélération pour vrai dans le diagramme des forces. Donc, avec ça, je m'en viens à mon exemple. En fait, donc je vais aller chercher mon logiciel puis mettre mon schéma tout de suite dedans. Donc, je vais compléter mon schéma. Je vais avoir bien sûr le poids, la normale qui part des pneus et le frottement que je vais mettre en vert qui s'en va vers le centre de la courbe, mais toujours le long de la surface. Ça ne se voit pas super bien sur le schéma en tant que tel. Ça va être mieux ici, vraiment sur mon diagramme. Mais la première chose à considérer pour le diagramme, on a bien vu que le cercle décrit par l'objet devait être horizontal. Donc, mon accélération
est horizontal. Ça veut dire que mon axe des X va devoir être horizontal et l'axe Y va être vertical. Fait que j'ai quand même quelque part mon plan incliné. Si vous aimez mieux vous le dessiner parce que ça vous aide, on pourrait le faire, mais c'est pas des forces, c'est juste représenter mon plan incliné. Fait que s'il y en a que ça mélange d'avoir l'axe des X à l'horizontale, qui ne l'avait pas vu venir, je vous mets ici. Donc, mon axe des X va dans ma direction de l'accélération. Mon accélération va vers le centre de mon cercle. Donc, mon axe des X doit être horizontal comme ma flèche rouge l'était ici. Avec ça, je vais avoir mon poids qui est complètement à la verticale vers le bas. La normale doit toujours être perpendiculaire à ma surface. Donc, en ayant dessiné ma surface, ça peut m'aider comme ça à voir où est-ce que je devrais placer ma normale. Et mon frottement doit être le long de ma surface, qui n'est pas sur aucun des axes dans ce cas-ci. Dans la question A, je parle d'angle d'inclinaison θ. Ce serait ici. On peut voir que l'angle entre la surface et l'axe Y, ce serait 90 degrés moins θ. Donc, je retrouverai l'angle θ entre la normale et l'axe Y positif. Là, je vous ai mis le frottement, parce que j'en parlais dans les vidéos. Mais en tant que tel, ce serait possible d'aller utiliser suffisamment la normale dans le sens de l'axe des X positifs pour qu'on n'ait pas besoin de frottement. Donc, notre première situation, ça va être d'aller regarder si on n'a pas de frottement nécessaire. Après ça, si la voiture va plus vite ou moins vite, on va ajouter du frottement puis on va voir qu'est-ce qui se passe à la question B. Donc, pour la question A, je vais faire ma somme des forces en X est égale à M à X. Et ma somme des forces en Y qui est égale à M à Y. Je vais mettre toutes mes forces, mais pas mon frottement. Donc, en X, en fait, j'ai seulement ma composante X de la normale, qui est opposée à l'angle θ. Donc, ça va être sinus que je vais utiliser ici. Ça va être vers la gauche, c'est vers le côté positif de mon axe, donc positif n sinus θ. Et mon accélération en X est V carré sur R. Donc là, on cherche une vitesse pour un certain angle d'inclinaison θ. Donc θ serait comme partie de mes données algébriques, je n'aurai pas à le remplacer, mais il faudrait que je remplace ma normale. Ce n'est pas une donnée du problème, donc dans ce temps-là, on ne peut pas la garder dans une réponse, même si c'est algébrique. Donc je vais aller chercher ma normale en Y. Donc pour l'autre côté, l'autre composante de ma normale ici, ça va être cosinus de θ que je vais aller utiliser vu que c'est tangent, le côté adjacent, pardon, à l'angle θ. Donc je vais avoir n cos θ moins p qui va être égal à la masse fois l'accélération, mais en Y, c'est une accélération nulle. Fait que c'est là que c'est important d'avoir bien choisi le sens de l'axe des X, sinon le reste du numéro ne fonctionne plus du tout parce qu'on n'a pas les bonnes composantes d'accélération au bon endroit par rapport aux forces. Donc ici, je peux trouver que je vais avoir n cosinus θ moins mg est égal à 0. Donc n va être égal à mg sur cosinus de θ. Je vais pouvoir aller remplacer ma normale dans mon autre équation. Et je vais pouvoir aller simplifier les masses. Donc on se retrouve encore dans un numéro où finalement la valeur de la masse n'était pas nécessaire. On peut aussi voir que sin θ et cos θ, ça va se jumeler ensemble pour me donner G tan θ, qui est égal à V carré sur R. Donc de pouvoir faire un tan θ comme ça, c'est la raison pour laquelle dans mon schéma, je vais toujours revenir utiliser le même angle partout, pour être sûr de ne pas avoir besoin d'avoir un 90 moins θ quelque part dans mes équations. Si jamais j'avais voulu prendre cet angle-là initialement,
bon, ici c'est juste pour la normale, ça ne dérangera pas, mais quand j'aurai mon frottement, ce serait important de prendre le même θ, puis pas 90 moins θ pour un ou θ pour l'autre. Donc quand je vais isoler ma vitesse, je vais obtenir quelque chose d'algébrique. GR tan de θ. Donc c'est tout pour la question A. Je pense pas que j'avais donné de valeur numérique dans ce numéro-ci, c'est ça. Donc ça arrête là. Puis on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe avec une vitesse qui va être plus grande ou moins grande. Donc si la vitesse est plus élevée, j'aurai besoin d'avoir une plus grande accélération centripète, donc d'être capable de plus tenir vers l'intérieur. Donc c'est là le cas où j'aurai vraiment mon frottement vers l'intérieur. C'est ce que je vous démontrais tantôt quand je disais que, je vais revenir avec mon autre angle. Donc si j'augmente ma vitesse, en fait, il faut que j'augmente mon accélération aussi pour ramener mon cercle bien centré si je veux remettre ma courbe au complet. C'est pas exactement parfait, mais c'est l'idée. Donc si j'augmente la vitesse, il faut que j'augmente l'accélération. Augmenter l'accélération, ça se ferait en mettant plus de frottement dans l'axe perpendiculaire au mouvement. Donc dans mes équations, je reprends vraiment la même démarche de base. Je vais avoir non seulement mon n sin θ, qui va quand même être encore là, mais en plus, je vais avoir le côté, la composante en x du frottement, soit le côté adjacent à l'angle θ, donc fs cosinus de θ, et ça va être égal à m v carré sur r. Au niveau de ma somme des forces en y, j'ai encore n cosinus de θ, j'ai encore moins p, mais je vais aussi avoir une composante en y à mon frottement qui va être vers les y négatifs, donc moins fs, puis c'est le côté opposé à mon angle de θ, donc fs sin θ, et l'accélération reste toujours de 0 en y. Donc là, j'ai une inconnue que j'avais pas auparavant, qui est mon frottement statique. Puis qu'on se rappelle que le frottement statique, on a l'inégalité avec le coefficient de frottement et la normale. Donc ce qu'on risque d'aller souvent chercher dans ce temps-là, ça va être la vitesse maximale, parce que ça va nous permettre de dire qu'on veut le frottement maximal. Et d'aller chercher, en fait, je ne devrais pas le mettre dans l'inégalité, si je suis rendu avec mon frottement maximal, c'est égal à mu SN. C'est ce qu'on va faire ici. Au fond, on va aller chercher la vitesse maximale avec laquelle on pourrait rouler, qui serait dépendante d'un certain coefficient de frottement statique. Donc, je me retrouve avec n sin θ plus mu Sn cos θ est égal à m v max carré sur r, et en y, n cos θ moins mg moins mu Sn sin θ est égal à 0. Je vais vous faire remarquer qu'il n'y a rien dans mon équation en y qui me disait que j'allais chercher le frottement statique maximal. C'est pas grave. Une fois que le frottement doit être maximal pour quelque chose dans le numéro, ben c'est le même frottement dans mon schéma. C'est ici que le frottement devient maximal, donc ça affecte autant l'axe des x que l'axe des y. La démarche après ça va être pas mal similaire à ce qu'on faisait tantôt. Mais pour pouvoir remplacer ma normale, je vais la mettre en évidence en premier dans mon équation en x. Donc je vais avoir n sin θ plus mu s cos θ est égal à m v max carré sur r. Et ici, je vais aussi mettre un n en évidence pour être capable de l'isoler. En fait, je vais avoir cos θ et mu s sin θ. Donc cos θ, c'est un moins mu s
sin θ, j'ai pas eu besoin de mon terme en mg, je vais l'envoyer lui de l'autre côté. Donc quand je vais isoler ma normale, ça va me faire mg sur cos θ moins mu s sin θ. Et là, je vais pouvoir aller remplacer de l'autre côté. Donc mg. Puis là, la division peut s'appliquer partout, vu que le reste ici est entre parenthèses. Mon sin θ, puis mon plus mu s cos θ. Et en bas, je vais avoir cos θ moins mu s sin θ est égal à m v max au carré sur r. Bien sûr, encore une fois, les masses s'annulent ensemble. Puis je me retrouve avec une vitesse qui va être, en fait, une vitesse max, racine carrée de gr, donc le g était ici, le r, je l'ai envoyé en haut, fois sin θ plus mu s cos θ sur cos θ moins mu s sin θ. Je vais vous faire regarder la différence par rapport à tantôt. Donc, on avait gr encore, on avait tan θ, mais mon tan θ, il est comme encore là, même si j'ai pas le droit de l'isoler parce qu'il y a des plus et des moins ici. Puis on peut voir que j'ai obtenu une vitesse plus grande parce que j'ai additionné quelque chose au numérateur et j'ai enlevé quelque chose au dénominateur. Donc les deux contribuent à faire augmenter la valeur finale de mon résultat mathématique. Donc déjà là, je peux me douter que si je veux une vitesse minimale, ben c'est pas GR qui peut changer. C'est pas sin θ, cos θ qui peuvent changer. Eux, ils venaient de la normale, qui était là aussi dans ma première situation sans frottement. Mais si je veux que maintenant ma valeur soit la plus petite possible, il faudra que je soustrais quelque chose au numérateur et que j'additionne quelque chose au dénominateur. Ça va être la bonne réponse. On pourrait la trouver en faisant le schéma. Moi, je fais l'inverse. Je l'ai trouvé mathématiquement, puis je vais vous expliquer le diagramme qui va avec dans ce cas-là. Donc, ce qui vient de se passer, si je refais mon diagramme, j'ai encore x et y, j'ai encore le poids. Je vais retracer mon plan incliné à peu près, θ. J'ai encore ma normale. Qui reste perpendiculaire à la surface, donc avec un angle de θ par rapport à l'axe y positif. Mais cette fois-ci, mon frottement, si j'ai changé les deux signes de ces composantes, le moins ici et le plus en bas, ça veut dire que j'ai changé la direction finalement de mon frottement. J'ai changé le sens de chacune de ces composantes. Fait que mon frottement est rendu dans l'autre sens. Il reste maximal, ça reste un frottement statique maximal, ce qui est encore la raison pour laquelle j'avais le droit d'utiliser mu-sn directement, sinon j'aurais pas le droit de faire ça. Mais en allant chercher le frottement dans l'autre direction, si je reviens ici par exemple, pour faire diminuer la vitesse, pour obtenir la vitesse minimale possible, il aurait fallu que j'enlève quelque chose à ma normale. Donc effectivement, mon frottement dans la direction opposée. Ça peut avoir l'air bizarre de dire que je veux aller, que je pourrais aller pas assez vite dans une courbe. On a plus tendance à penser qu'on pourrait se faire éjecter de la courbe. On l'a vu avec le merry-go-round. Qu'est-ce que ça voudrait dire aller pas assez vite dans la courbe? Ben, je vous ramène à ma super sphère de la mort. Et je vais revenir un peu plus au début. Donc ça, il faut qu'il y ait une vitesse minimale pour être capable de le faire. Bon, là, c'est à la verticale, mais on se rappelle que tantôt, ils vont le faire un peu comme ça. Donc ça ici, s'il ne va pas assez vite,
il n'est pas capable de faire son cercle à peu près à l'horizontale, il va se mettre à dévier vers le centre, à retomber vers l'intérieur de la courbe. C'est ce qui se passe si on n'a pas une vitesse assez élevée. Dans ce cas-ci, ça correspondrait à diminuer ma vitesse. Puis là, je peux voir qu'effectivement, mon auto aurait tendance à recourber vers l'intérieur. Là, bien sûr, c'est quelque chose qui fonctionne pas. On le voit pas si bien que ça. Faut que je fasse une petite partie ici. Ça s'en vient. Donc ici, je peux voir que finalement, il est en train de flotter quelque part comme ça, ce qui se pourrait pas. Le fait que ça se pourrait pas, ce serait compensé par le fait qu'en fait, il faudrait que mon accélération ne soit plus horizontale. Donc on peut commencer à le voir ici à peu près. Il faudrait que mon accélération diminue pour revenir toucher vraiment à la route tout le long. Donc là, j'aurais pas le mouvement circulaire que je veux, qui est vraiment une voiture qui resterait en mouvement horizontal. Elle décalerait vers le centre, puis en plus, elle se mettrait à descendre par en bas aussi, si on avait une vitesse trop petite. C'était le mauvais. Donc voilà pour mes deux réponses possibles. Donc quand je demandais dans ma question que se passe-t-il si la voiture va plus vite ou moins vite, ce que je voulais vous donner comme réponse, c'est qu'on aura besoin d'utiliser du frottement qui pourrait être soit vers le bas de la pente pour la vitesse maximale, soit vers le haut de la pente pour la vitesse minimale. Voilà pour cette